Cette semaine, à votre émission Reflet d'ici, un investissement de 2 millions de dollars au CHSLD Villa-Pabot fait le bonheur des résidents. On se rappellera que c'est un projet, c'est la première étape de notre projet d'agrandissement du CHSLD. C'est la première étape. Et on a réussi à le faire. Offre du programme de formation Capitaine 150 tonneaux à l'École des pêches et de l'aquaculture de Grande-Rivière. Un programme qui offre de belles perspectives d'emploi. On s'est lancé dans ce programme-là qui donne une porte, vraiment la porte ouverte, à tous les brevets commerciaux qui seraient à venir pour un candidat qui veut progresser. Et la capsule divertissement avec Jocelyne Couvier. Cette semaine, on va parler de la Renaissance. Ah bon? Donc, on va parler particulièrement de l'art dans la Renaissance. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à votre émission Reflet d'ici. Le 17 mars dernier, une conférence de presse annonçait un investissement de 2 millions de dollars à la Villa-Pabot de Chandler pour le projet d'une nouvelle salle multifonctionnelle. Le projet est issu du plan fonctionnel et technique du C3S du Rocher-Percé qui fut élaboré en novembre 2011. Il s'agit de la première étape du projet d'agrandissement qui a pour objectif de regrouper tous les résidents de soins longue durée du centre de santé sur un même site. Grâce aux appuis du ministère de la Santé et des Services sociaux de l'Agence de la Gaspésie des îles de la Madeleine, les travaux de construction ont pu débuter au cours du mois d'avril 2014 pour se terminer en décembre dernier. Écoutons la directrice générale du C3S du Rocher-Percé, Mme Chantal Duguay. C'est avec un grand bonheur que nous vous accueillons ici pour l'inauguration officielle de notre salle multifonctionnelle. On se rappellera que c'est un projet, c'est la première étape de notre projet d'agrandissement du CHSLD. C'est la première étape. Et on a réussi à le faire. Donc, pour moi, c'est un travail qu'on a commencé en 2002. Donc, c'est des projets qui sont toujours de grande haleine. Il faut se rappeler aussi que le financement est quand même un financement pour la salle de presque 2 millions. Comme l'a déjà dit M. Berger, cette salle va certainement ajouter un plus à la qualité de vie de nos résidents, résidents de la Villa-Pabot, résidents de l'USLD, résidents des ressources intermédiaires et aussi pour la clientèle du centre de jour. Alors, Mesdames, Messieurs, nous en sommes maintenant à la section entrevue de votre émission Reflet d'ici. Cette semaine, nous avons le plaisir de recevoir en studio M. Gérard Lediscorde, professeur à l'École des pêches et de l'aquaculture de Grande-Rivière, tout d'abord. Bonsoir, M. Gérard. Eh bien, bonsoir Mirko. Ça va bien? Oui, on est encore en pleine forme, avec un beau printemps qui se prépare, là, un beau soleil qui s'en vient. Là. Tout à fait. C'est un véritable plaisir de vous recevoir en studio. On a collaboré sur plusieurs projets ensemble. C'est toujours un plaisir de travailler avec vous. En effet. L'objectif de l'entrevue d'aujourd'hui, M. Gérard, c'est de faire le point sur un cours particulier qui est offert à l'École des pêches et de l'aquaculture, le cours de Capitaine 150 tonneaux commercial. Et c'est un cours qui va très bien et qui offre des superbes de belles perspectives d'avenir. Et tout ça est offert à l'École des pêches et de l'aquaculture de Grande-Rivière. En effet, Mirko, on s'est lancé effectivement depuis l'année passée dans un programme, parce qu'on parle d'un cours, mais quand même c'est un programme. On s'est lancé dans ce programme-là qui donne une porte, vraiment la porte ouverte, à tous les brevets commerciaux qui seraient à venir pour un candidat qui veut progresser. Dans le sens que le 150 tonneaux commercial, par le passé, c'est un brevet qui a été défini par le ministère des Transports qui devait s'adapter le plus possible à des petits remorqueurs. Parce que, bon, c'était le lot de l'emploi à l'époque. Ce brevet-là est demeuré et il a évolué avec le temps, forcément. Mais il n'y a jamais eu, dans aucune école, à ma connaissance, de cours ou de programme de cours qui a été suivi pour l'obtention spécifique d'un brevet de 150 tonneaux. Alors pourquoi est-ce qu'on s'est arrêté à ça à l'École des pêches? Eh bien, on s'est arrêté à ça en analysant effectivement le fameux classe 3 que la plupart des pêcheurs qui ont fait plusieurs cours à l'École des pêches connaissent ou ont entendu parler, qui sont pour des navires de pêche qui dépassent 100 tonneaux et plus. Mais effectivement, ce qui était dommage pour nos candidats, pour nos pêcheurs de la région, ce qui était dommage, c'est que
ils étaient comme bloqués avec un certificat de pêche qui ne leur permettait pas de sauter au commercial. Puis, quand j'ai analysé, il y a déjà plusieurs années, quand j'ai analysé les deux brevets, conséquemment, je me suis aperçu qu'il y avait, en stabilité, un effort supplémentaire à fournir, en gestion du navire, un effort supplémentaire à fournir, et puis, après ça, il y avait le fameux fonction d'urgence en mer qu'il fallait aller chercher. Ça veut dire que dans les cours qu'on donnait, en élargissant la prestation de cours, effectivement, on pouvait donner la chance aux candidats d'aller chercher le certificat de 150 tonneaux commercial. Et la cerise sur le gâteau, je vous dirais, qui est assez particulière, c'est que un capitaine classe 4 qui veut aller chercher son capitaine classe 3 doit effectuer 1 an de temps de mer sur un navire qui dépasse 25 tonneaux de jauge brute. Alors que celui qui veut aller chercher le 150 tonneaux commercial n'est seulement et uniquement assujetti qu'à du temps de mer sur un navire de 5 tonneaux et plus. Alors, je vous dirais qu'il y a plusieurs candidats qui se sont sauvés grâce à ça, parce qu'effectivement, il y a plein de petits navires de pêche qui sont en deçà du 25 tonneaux et au-dessus du 5 tonneaux. Donc, à ce moment-là, j'avais plusieurs candidats qui possédaient leur temps de mer, qui étaient très efficaces à l'étude et qui se sont lancés dans le projet. Et le projet, on l'a fini ce matin, au niveau des cours, avec déjà nombre bonnes réussites dans plusieurs examens, des examens difficiles, des examens assez ardus. Et puis, depuis la semaine passée, de notre crue, nous avons un capitaine, 150 tonneaux, qui doit aller passer ses entrevues cette semaine. Est-ce qu'on peut dire que ça vient répondre à un certain besoin de l'industrie? J'imagine qu'on en avait besoin de ces qualifications-là au niveau commercial en général. Non? Oui, au niveau commercial, il y en a toujours besoin. Je vous dirais que par le passé, plusieurs industries étaient prêtes à engager ce genre de certificat à Port-Cartier, à Sept-Îles, à Belle-Dune, à Québec, de Rimouski à Québec, ça dépend effectivement des transports qu'il y a à faire. Puis il y avait une certaine demande, et la fameuse certaine demande a été attribuée, je veux dire, elle était effectuée par les compagnies de transport qui avaient un mal fou à pouvoir tout simplement donner les cours à leurs candidats, parce que les gens qui sont dans l'industrie, ils n'ont pas tout le soutien professoral, tout l'environnement professoral, toute l'expérience professorale que nous, nous détenons depuis que nous enseignons à l'École des pêches. Que voulez-vous, c'est ainsi fait. Donc, ça a permis de mettre en valeur l'expertise qui était déjà en place à l'École des pêches et de pouvoir offrir un cours qui répond mieux aux besoins de l'industrie en général. Oui, il y avait plusieurs années, au niveau du classe 3, la première porte qui barrait nos candidats ici était la fameuse météorologie 1. Et le cours de météorologie 1, je l'ai traité, je l'ai rebâti 2 fois. Et puis, j'ai pris la norme du ministère des Transports d'Ottawa. J'ai envoyé le document, les examens, les plans de cours et la liste de tout ce que ça prend pour donner le cours, ma validation personnelle. Puis je l'ai envoyé au bureau d'Ottawa et j'ai eu l'accréditation pour pouvoir le donner. Donc, les étudiants ont bénéficié de passer l'examen du ministère avec moi. L'examen est aussi difficile, Mirko, je peux pas... C'est moi qui le fais, mais il est soumis. Et après ça, on me le renvoie, et c'est celui-là qu'il faut que je fasse passer. D'accord. Sauf que quand même, je veux que ça passe, moi. Alors, j'enseigne quand même mes étudiants en conséquence de cet examen-là. Et je penserais que vous pourriez aller sur le terrain. Ceux qui ont reçu météorologie sont contents d'avoir suivi le cours. Puis je pense qu'ils s'en servent tous les hivers et tous les printemps pour vérifier la température. Oui. Ça devient une superbe de belle opportunité pour les capitaines de la région qui veulent améliorer leurs connaissances et puis aller chercher un brevet de plus, non? Le brevet de plus, en conséquence, c'est que c'est certain que le pêcheur qui a son assurance de père en fils d'avoir évidemment le permis de pêche et puis le bateau et l'ensemble de ce qui va avec, je croirais que
dans les années à venir, il n'a pas trop à craindre présentement, quoique je ne veux pas m'infiltrer dans ces affaires-là. Mais néanmoins, je dirais que pour l'aide-pêcheur, qui est excellent candidat à l'étude et qui est capable de passer des certificats, eh bien, il y a quand même quelques candidats qui ont trouvé leur voie de sortie. Et j'ai eu, moi, un candidat qui a réussi, justement, de façon assez probante. Et ce candidat-là n'était pas dans la pêche. Il était aux baleines. C'est-à-dire qu'il faisait les croisières aux baleines. Et ayant déménagé ailleurs, c'était difficile pour lui de continuer dans la région. Et puis, bon, d'avoir effectivement en 6 mois de temps sa famille à l'extérieur, c'est très difficile. Donc, il va embarquer probablement avec un rôle comme ça, dans le bout de Québec ou dans le bout des Escoumins peut-être, mais je veux dire avec un rôle de 2 semaines, des choses comme ça. De plus en plus, c'est la formule qui se sort pour ces petits bateaux-là. Et si vous permettez, le salaire. Ça a l'air très intéressant. Le salaire est conséquent, oui, le salaire est très bon. Je dirais pas on parle de quelle braquette? Si vous tombez en bas de 60 000 $ annuels, là, ça me surprendrait beaucoup. Et encore, je mets un chiffre très bon. Pour les gens à la maison qui nous écoutent et puis qui auraient peut-être un intérêt sur cette offre-là qui est existante directement à Grande-Rivière, ça prend quelle qualification à la base pour pouvoir accéder à ce cours-là? Pour accéder à ce cours-là, effectivement, ça prend quand même un peu de mathématiques, je vous dirais, parce que il faut savoir résoudre des équations, en fait. Et puis c'est peut-être l'indice majeur de certains candidats là, qui pourraient se dire, oui, moi j'ai réussi mon classe 4 ou j'ai réussi mon 60 tonneaux, pas de problème, je vais aller faire ça. Moi, je recevrai tout le monde, vous pensez bien, Mirko, il n'y a pas de trouble. Ouais. Mais il faut quand même être honnête avec soi-même. Est-ce que je suis en mesure de faire ce genre d'études? Quand même, est-ce que je peux passer au travers de résoudre des équations avec une inconnue d'un bord, une inconnue de l'autre, et puis faire une équivalence? Donc, c'est peut-être là que serait l'indice de difficulté majeur. C'est sûr que tous ceux qui ont réussi un secondaire, je vous dirais un secondaire 5 probant, ceux qui ont fait un peu de cégep, en général, ça farfouille un peu pour se remettre en place, mais au bout de peu de temps, la mécanique repart et puis ça fonctionne, quoi. Ouais. Mais il ne faut pas s'imaginer qu'on va aller chercher un permis de conduire, là. C'est pas ça, c'est pas ça du tout. Là. La cohorte qui vient de terminer le cours, on parle de combien d'étudiants en ce moment? Alors, on parle de 14 étudions. Belle dont cohorte. Un pêcheur, un classe 3, qui a eu succès à présent, numéro 1. Il reste un examen à faire. Je ne suis pas très inquiet pour mon ami Mario. Là, je suis convaincu qu'il va nous donner un bon succès. Tiens. Pour ne pas le nommer. Pour ne pas le nommer, oui, bien sûr. Et puis, naturellement, à l'École des pêches, il y a toujours l'encadrement particulier auquel on a toujours eu droit, année après année, des professeurs proches de nous, accessibles, et puis une expertise qu'on ne peut remettre en doute et qu'on se doit même de profiter en tant que citoyen gaspésien. Là, hein? Bien sûr. Notre expertise... Il y a une atmosphère particulière à l'École des pêches, et ça fait un peu notre force. Hein? Oui. Ça a toujours été notre force. Ça a toujours été notre force. Oui. C'est sûr que d'autres écoles sont probablement aussi bonnes ou meilleures que nous, mais ces autres écoles-là, je ne pense pas qu'elles portent un soin particulier aux étudiants que nous portons. Exactement. Je ne croirais pas. Non, ça a toujours été notre force. Ça a toujours été notre force, et puis, j'ai essayé de transmettre ça aussi, parce que je suis quand même de longue date dans l'école. J'ai essayé de transmettre en disant, vous avez un groupe d'étudiants, vous avez une classe. Bon, c'est une classe, d'accord, mais dans quelques temps, c'est mon équipage. C'est ça. Je les considère plus vraiment comme des étudiants. Je les vois plus comme, c'est mon équipage, là, puis je prends tout en charge pour le moment, mais je vais leur déléguer des responsabilités. Parce que, à bord du navire, chacun a sa job à faire. Donc, c'est un petit peu plus comme ça que je le vois, surtout pour le 150 tonneaux. On parle d'un cours qui s'échelonne sur combien de temps? On l'avait échelonné sur 2 ans, puis honnêtement, ce serait difficile de faire mieux. On retrouve effectivement des notions de cartes, sauf qu'on a ce qu'on appelle la fameuse carte 2. Carte 2 que j'ai également fait accréditer, donc je fais passer l'examen. Il n'est pas facile, mais c'est moi qui fais passer. Ensuite, on retrouve de la stabilité, mais on retrouve de la stabilité 3, du niveau 3. Le niveau 3, effectivement, c'est le niveau qui va vous rendre jusqu'à des capitaines proches du littoral, sans limite. Donc, effectivement, vous allez avoir des
des crédits d'examen si le candidat il continue ses certificats dans le domaine du transport maritime, voyez-vous. Et puis, la météo 1, elle est accréditable, si ma mémoire est bonne, jusqu'à 3000 tonneaux. Donc là encore, on va avoir des crédits d'examen qu'on n'aura pas à refaire. La gestion du navire, qui est un examen peut-être un peu ardu pour la plupart de mes étudiants, c'est un examen lourd. Et effectivement, cet examen-là, ben, il est créditable jusqu'au capitaine long cours. Donc, comme je vous disais, c'est la porte d'entrée, c'est vraiment le palier qui permet d'aller chercher les autres certificats en ayant un certificat qui permet effectivement de gagner sa vie de façon assez intéressante. Oui. Et pour les gens d'ici, ils sont au courant, mais il y a quand même une technologie très intéressante qui est accessible pour les étudiants de l'École des pêches. Oui, la technologie, quand même, nous, on ne peut pas dire qu'on a une technologie qui date d'aujourd'hui, mais on a une technologie qui répond absolument à toutes les demandes au niveau des cours qui sont accrédités dans la simulation en navigation. Donc, en terminant, M. Le Discord, peut-être féliciter votre dernière cohorte et puis inviter les gens de la population. J'imagine qu'avec un simple coup de fil à l'École des pêches, on peut avoir de l'information supplémentaire pour aller plus loin dans notre démarche personnelle si on a un intérêt particulier pour le cours de capitaine 150 tonneaux commercial. Bien sûr. Peut-être un dernier point que je vous dirais, Mirko, qui est important à souligner dans l'aspect d'aujourd'hui. Oui. L'aspect d'aujourd'hui, c'est qu'on voit très bien à la télévision le développement de Belle-Dune. On voit très bien à la télévision le développement de la mine de Port-Daniel. Oui. On voit une possibilité de développement de forage à l'île d'Anticosti. Il y a du pour, il y a du contre. Mais je vous dis une chose, c'est que dans les trois cas, on a besoin des remorqueurs. Et pas mal à part de ça. On a tout ce qu'il faut ici pour donner cette formation-là. Et c'est justement des jobs qui peuvent être excessivement intéressants au point de vue avenir et au point de vue financier. Donc, si jamais il y en a qui sont très intéressés, eh bien, il s'agit tout simplement d'appeler au 385-2241 et de demander le poste à Marilène Nicolas pour l'éducation des adultes. Ils se donnent tout dans le cadre de l'éducation des adultes. Alors, Monsieur Le Discord, merci beaucoup de votre passage à l'émission Reflet d'ici pour un peu vulgariser le cours et surtout nous en apprendre plus sur l'ensemble de la qualité des cours qui sont offerts à l'École des pêches et surtout les opportunités qui des fois sont présentes mais qu'on n'est pas assez bien informé. Donc, ça vaut la peine d'y porter attention et de voir qu'il y a un beau potentiel, des beaux emplois. Il suffit juste de s'y intéresser et de s'approprier les différentes connaissances qui sont disponibles dans notre région. Voilà. Eh bien, je vous remercie beaucoup, Mirko. Au plaisir de se revoir, M. Gérard. Au plaisir. Eh bien, mesdames, messieurs, nous en sommes maintenant à la capsule divertissement, toujours en notre compagnie, Jocelyne Cauvier. Bonsoir, Jocelyne. Bonsoir. Alors, qu'est-ce que tu nous as préparé pour cette semaine? Cette semaine, on va parler de la Renaissance. Ah bon? Donc, on va parler particulièrement de l'art dans la Renaissance et je mets un petit peu les choses dans leur contexte. Donc, c'est entre le 14e et le 17e siècle, la Renaissance. Ça suivait le Moyen Âge. Donc, une période spécifique dans l'histoire. Oui, une période spécifique dans l'histoire. Et si on met les choses dans leur contexte, donc, le Moyen Âge a débuté avec la chute de l'Empire romain. On va voir une image. Donc, l'Empire romain, c'était ça. C'était immense. On parle quasiment de toute l'Europe, une partie de l'Orient. Donc, il y a eu la chute de l'Empire romain et avec la chute de cet empire-là, malheureusement, toutes les connaissances scientifiques et en art des Romains, des Grecs se sont perdues. Ah oui? Oui. Donc, on voit un petit peu, ça nous donne une idée. Donc, le Moyen Âge, les temps modernes, c'est là que commence la Renaissance. Et pourquoi on appelle ça la Renaissance? C'est que le Moyen Âge, on l'appelle aussi les années sombres, les siècles obscurs, parce que justement, comme je disais, on a perdu toutes les connaissances en sciences et dans les arts. Ensuite, on a la Renaissance qui est renaître à nouveau, parce qu'à nouveau, on s'est mis à développer les sciences et les arts. Donc, c'est pour ça que ça s'appelle Renaissance. Et ça a débuté en Italie, la Renaissance. Pourquoi? Parce que l'Italie était quand même assez riche, et comme ils étaient riches, ils encourageaient leurs artistes et leurs scientifiques. C'est une question de priorité aussi, clin d'œil à Stephen Harper.
Donc, dans les dents. Dans les dents. Donc, dans les arts, comme grosse modification qu'il y a eu, c'est qu'on a inventé, si on veut, on a appliqué plutôt les concepts de proportion et de perspective. Vous voyez à l'écran, qu'est-ce que je veux dire? Donc, à gauche, c'est une toile de la Renaissance et à droite, du Moyen Âge. Donc, comme vous voyez, à droite, c'est comme 2 dimensions, c'est pas très détaillé non plus, tandis qu'à gauche, il y a vraiment de la perspective, des proportions respectées. On voit un peu le même exemple, la différence entre la Renaissance et le Moyen Âge. Et encore un exemple. Donc, ça a été vraiment une révolution dans les arts, si on veut. Et je vais vous parler de quelques toiles et de sculptures qui sont très, très célèbres de l'époque de la Renaissance. Et on commence avec la naissance de Vénus de Botticelli. C'est quelque chose qu'on voit quand même souvent. C'est dans l'Office de Florence, en Italie. Ça a été peint en 1485. Et le modèle, c'est Simonetta Vespucci. C'était la plus belle femme de l'époque. Décédée à 23 ans d'une pneumonie. Donc, à l'époque, les gens mouraient souvent en bas âge. Ça symbolise donc la Vénus mythologique. Si on revient sur l'image d'avant. Donc, on va voir la Vénus. Et à gauche, c'est Zéphyr. C'est le vent de l'ouest, c'est du nord-ouest, le dieu, si on veut. Et sa femme Chloris. Et à droite, c'est la fille de Zeus qui tente de couvrir la Vénus de Botticelli. Donc, c'est une des œuvres les plus populaires de ce courant-là. Ensuite, on enchaîne avec, très connu, le David de Michel-Ange. Donc, ça, c'est à Florence, en Italie, encore une fois. Ça a été sculpté, achevé en 1504. Il y a une histoire très intéressante que j'ignorais. C'est que le bloc de marbre qui a servi à faire cette sculpture-là a été coupé 43 ans plus tôt. Il y a d'abord un artiste qu'on appelle Agostino di Duccio qui prévoyait faire Hercule avec ce marbre-là. Finalement, il s'est comme découragé puis il a laissé faire. Il y a un deuxième artiste qui a décidé de faire une œuvre aussi, Antonio Rossellino. Il a pris encore le marbre, il s'est dit « je vais faire une sculpture ». Il a abandonné parce que le marbre était trop difficile et est arrivé Michel-Ange qui a dit « Ah oui. Moi, je vais faire la sculpture. » Ouais. Donc, 3 artistes différents Oui, sur le même bloc. Sur le même bloc de marbre, parce qu'on voit à l'écran, et j'avais jamais remarqué, mais le David de Michel-Ange, il tient une lanière de cuir qui est une fronde, un tire-roche si on veut, parce qu'il s'apprête à affronter Goliath. Donc, c'est ce qu'il tient dans la main. Donc, ça, c'est des travaux de restauration. C'est ce que j'allais dire. C'est immense. En parfait état. Hey, c'est Moi, je immense. pensais pas que c'était grand comme moi non ça. plus. Puis on s'entend-tu que les détails sont impressionnants? Michel-Ange, il y avait du talent. Oui, on voit la main, tous les détails. C'est quand même pas facile de sculpter dans du marbre. C'est la première fois que je vois des photos de près comme ça. Oui, ça m'a beaucoup impressionné. C'est là qu'on admire vraiment l'œuvre. Le talent. Et c'est immense, 5,14 mètres de haut, 5,5 tonnes. Donc, c'est assez... Et la commande venait de qui? Est-ce qu'on le dit dans l'histoire? Je ne sais pas d'où venait la commande. OK. Mais c'est ça, je trouvais ça intéressant que le bloc de marbre s'est promené autant. Donc, c'est le 3e artiste qui a décidé de faire quelque chose avec le marbre. Et quelque chose d'intéressant aussi, en 1527, lors de la bataille des Médicis en Italie, un projectile brisa le bras du David de Michel-Ange en 3 morceaux. Et on l'a restauré par la suite. Si les Médicis vous disent quelque chose, pour les gens qui jouent à des jeux vidéo, Assassin's Creed, ça raconte l'histoire des Médicis. Donc, c'est basé quand même sur la vraie famille Médicis d'Italie. Mais quand même, avec c'est pas des faits historiques. Non, c'est... Oui, parce qu'il y a eu une polémique là, autour de la sortie du jeu et puis par rapport à comment on devait interpréter par rapport à l'histoire. Puis il faut le dire, il y a quand même une scénarisation autour du jeu. Ça a été très adapté, mais la famille en tant que telle existe vraiment. Il y avait Tout beaucoup de conflits. Jeu extraordinaire au point de vue visuel en passant. Oui, c'est un jeu très, très populaire. Donc... Réalisé par des Québécois, par là de ça. Oh, je l'ignorais. Oui. Ensuite, on se transporte dans la chapelle Sixtine, encore une fois Michel-Ange. Michel-Ange ne voulait rien savoir de ce projet parce qu'il était occupé à travailler une tombe, la tombe en marbre du pape Julius II. Donc, il ne voulait rien savoir de la chapelle Sixtine parce qu'il se considérait comme un sculpteur et non un peintre. Et aussi, il disait qu'il n'avait aucune expérience dans les fresques. Donc, pour quelqu'un qui ne se considère pas comme un peintre, j'aimerais ça pas être bonne de même. Ah non, c'est incroyable.
Donc, on voit... Ça doit être quelque chose à voir en vrai, hein? Ah oui, c'est vraiment rempli et c'est le thème de la Genèse. Donc, il a travaillé pendant 4 ans, de 1508 à 1512, la représentation de Dieu. Et ce qui est important aussi de savoir, c'est qu'il a fait toutes les toiles debout. C'est lui-même qui a inventé un système d'échafaudage. Donc, on a l'impression qu'il était couché, mais il était debout pendant tous les travaux de la chapelle Sixtine. Ah oui. Oui. Et aussi, la chapelle Sixtine... Ce que tu veux dire, c'est en position debout. Un exemple, s'il était à l'horizontale, on avait adapté le matériel pour qu'il puisse tout de même le faire debout. Il était toujours debout, même si c'était le plafond, et il peignait comme ça. Toujours debout. Okay. Il avait fait un système d'échafaudage pour éviter d'être couché ou d'être plié, des positions inconfortables, parce que c'est quand même 4 ans là, tous les jours à travailler. Donc, il faut que tu sois dans une position que tu es à l'aise quand même. J'imagine. Donc, et la chapelle Sixtine, évidemment, c'est la chapelle, c'est l'endroit où il y a l'élection des papes. Donc, il est encore utilisé de nos jours. Mais c'est intéressant de savoir qu'il a fait l'œuvre à contre-cœur au départ, mais après, il était content de le faire. Mais au départ, il ne se considérait pas comme un peintre. Et qu'étant donné l'ampleur de l'œuvre, seulement 4 ans, moi, ça m'impressionne aussi. Oui, effectivement, c'est immense. Vraiment, là, il y a des fresques partout. Donc, c'est une œuvre vraiment incroyable. On enchaîne avec la scène de Léonard de Vinci. Donc, c'est à Milan, en Italie. La scène, qu'est-ce que ça veut dire? Une scène, c'est le dernier repas de Jésus avec ses disciples. Ça a été réalisé entre 1494 et 1498. Et vous voyez sur l'image, j'ai jamais remarqué ça, mais j'en revenais pas. Il y a un trou dans le bas de la toile. Pourquoi il y a un trou? À l'époque, c'était vraiment était parfaitement rectangulaire, l'œuvre. C'est que l'œuvre a tient place dans un réfectoire en Italie. Donc, en 1652, qu'est-ce qui est arrivé? C'est qu'on a installé une porte et on a mal jugé et on a découpé le bas de l'œuvre en installant la porte. Il n'y a jamais de bon sens. Oui. À l'époque, l'œuvre avait les pieds de Jésus. J'ai jamais remarqué, je vois l'œuvre comme ça, mais j'en revenais pas quand j'ai lu ça. C'est les ouvriers qui ont fait la porte qui ont découpé le bas de l'œuvre par erreur, évidemment. Donc, c'est quelque chose. Ça, c'est tout une anecdote, là. Ah, j'en revenais pas. J'ai dit, c'est incroyable. Et donc, ça a été fait... Quand on voit les ouvriers regarder, oups! On parle quand même de la scène de Léonard de Vinci. On parle de quand même une œuvre incroyable, là, unique. Donc, les ouvriers ont découpé l'œuvre. C'est incroyable. Entre 1494 et 1498 que l'œuvre a été faite. Ce qu'on voit, c'est une copie. Il y a eu beaucoup, beaucoup de copies. L'œuvre originale, évidemment, il y a eu beaucoup de problèmes. De reproduction avec toutes sortes de personnages aussi. Hein? Mais c'est des reproductions souvent qui ont été faites pendant que l'œuvre de Léonard de Vinci est encore assez contrastée. Okay. Ce qu'on voit à l'écran, il y a beaucoup de polémiques. Donc, c'est un agrandissement de la scène. Ce qu'on pense être à gauche, Marie-Madeleine, la femme de Jésus. Bien, évidemment, ça fait beaucoup de controverses. Ouais. Il y a eu un film... Est-ce que c'est une image agrandie de l'original? Oui. Ça, c'est vraiment l'original de Léonard de Vinci. Et à gauche, ce qui serait un disciple, pour beaucoup, ce serait plutôt Marie-Madeleine. Et effectivement, j'avoue que je trouve qu'il est plutôt féminin pour un disciple. Moi aussi. Et vous allez voir aussi un agrandissement à gauche. Et à droite, c'est une copie qui a été faite à partir de l'œuvre de Léonard de Vinci. Effectivement, on voit que les traits sont assez féminins. Donc, il y a beaucoup de controverses. Il y a eu le film Le Code da Vinci qui parle un peu de ça. J'ai bien aimé le premier volet, mais j'ai moins aimé le deuxième volet, moi, toi. J'ai pas vu. J'ai pas vu encore. Ah, ben, je te le conseille. Tom Hanks. Donc, et bon Jedi, ce qui s'appelle, en tout cas, lui qui fait le rôle d'Obi-Wan Kenobi, qui joue là-dedans dans le deuxième volet. Mais c'est ça, ça a fait couler beaucoup d'encre. Encore aujourd'hui, il y a des gens qui pensent que Marie-Madeleine était la femme de Jésus. Je me dis pourquoi pas. Ça ne remet pas en question la religion catholique pour autant. Non. Mais c'est intéressant. Dans la prochaine capsule, on va approfondir ce dossier. Oui, il y aurait matière à approfondir. J'enchaîne avec, pour terminer, la Joconde de Léonard de Vinci, encore une fois, dans le musée du Louvre en France. C'était réalisé entre 1503 et 1506.
Et c'est un des rares tableaux qu'on peut vraiment... qu'on sait que c'est Léonard de Vinci qui l'a vraiment peint. Je ne savais pas ça, mais il y a beaucoup d'œuvres de Léonard de Vinci qui a de la controverse. On ne sait pas si c'est vraiment lui, mais la Joconde, on est certain que c'est lui. Et pourquoi? Est-ce qu'il y a une raison particulière? Je ne sais pas exactement pourquoi. Donc, on voit la Joconde à l'époque dans le musée du Louvre. Ça a énormément changé. Oui, vous allez voir maintenant, c'est une pièce. On a construit une pièce juste pour l'œuvre avec de la température contrôlée. La pièce a coûté 7 millions de dollars. Donc, le climat est contrôlé. Il y a une vitre à l'épreuve des balles. La pièce a vraiment été construite pour la Joconde. Donc, c'est une œuvre... vraiment, en fait, c'est l'objet d'art le plus visité au monde. 20 000 visiteurs par jour. J'en doute pas. C'est quand même beaucoup. Et il y a toute une histoire par rapport au personnage en tant que tel. Hein? Effectivement, on ne sait pas qui est le modèle. Il y a beaucoup d'hypothèses, mais il n'y a rien qui est vraiment certain. Donc, et le nom de l'œuvre en tant que tel, Mona Lisa, c'est une faute de transcription. À l'époque, il y avait 2 N à Mona Lisa, ce qui veut dire, en italien, c'est un diminutif de Madonna qui signifie My Lady. Et il y a eu une erreur de transcription. Maintenant, Mona Lisa a seulement un N. Donc, ça arrive souvent là, dans les œuvres historiques. Comme je disais, on ignore qui est la femme qui est illustrée. La toile a une imperfection, je l'ignorais. En 1956, un homme a jeté une pierre sur la toile, l'endommageant près de l'épaule. Aujourd'hui, il y a une vitre par balle. La toile a été volée en 1911. A été retrouvée, évidemment. Et la toile est tellement inestimable qu'elle ne peut être assurée. Donc, évidemment, ça vaut beaucoup de sous. Et Mona Lisa, comme autre fait intéressant, n'a pas de sourcils. Pour certains... Je n'avais pas remarqué. Oui, elle n'a pas de sourcils. Pour certains, c'est que Léonard de Vinci n'avait pas vraiment... Merci, Kevin, de l'avoir amené. Donc, on voit. Pas de sourcils. Je n'avais pas remarqué, moi non plus. Donc, on pense que Léonard de Vinci n'avait peut-être pas terminé l'œuvre ou bien qu'ils sont disparus lors d'une restauration. Donc, on ne sait pas exactement. On a fait des tests poussés, des scanners, etc. sur l'œuvre. Et pour voir qu'en fait, tout l'habit de la Joconde, si on remet l'image du début, qu'on la voit au complet, voilà. Donc, tout l'habit de la Joconde est enveloppé par un voile de gaz fin et transparent. Ce qui semble être une écharpe sur une épaule, en fait, c'est cette espèce de voile-là qu'elle a mis par-dessus son épaule. Et aussi, sa robe, en fait, est rouge, rouge carmin, et elle aurait des manches jaunes amovibles. Si c'est plus foncé, c'est à force de mettre des couches de vernis, parfois ça peut obscurcir les couleurs. OK. Et si on revient à l'image d'après, on voit le fameux sourire. L'œuvre de Mona Lisa, lorsqu'on la regarde, le sourire va changer selon l'angle. Et tous les gens qui vont visiter l'œuvre disent la même chose, c'est que on a l'impression que le sourire change selon l'angle, si on le regarde droit devant ou de côté. Et il paraît que c'est vraiment voulu parce que Léonard de Vinci a étudié l'anatomie de l'œil pour être capable de faire des effets de perception visuelle. Ah oui. Ouais, donc c'est pas pour rien que c'est l'œuvre d'art la plus visitée. C'est une œuvre quand même très complexe et Léonard de Vinci était réputé pour faire, avant de faire un tableau, une sculpture, une invention, de faire beaucoup d'études. Donc, le fameux sourire de Mona Lisa a été extrêmement étudié par... Tout un personnage, ce Léonard de Vinci. Hein? Effectivement. Il a marqué l'histoire, c'est le cas de le dire. Oui, donc c'est là qu'on voit que des œuvres d'art comme ça, il y a souvent une histoire cachée derrière. Ben oui. Donc, ça fait un petit peu le tour des œuvres, de quelques œuvres importantes du courant de la Renaissance. Il faut le dire, hein, c'est une superbe de belle période à étudier, la Renaissance en soi. Hein. Je pense qu'on aurait pu faire plusieurs heures d'informations à ce sujet-là. Ah, ça a été difficile de choisir les œuvres parce qu'il y en a tellement, il y a des magnifiques. Mais déjà là, ça nous montre. Et comme je le disais, j'avais jamais remarqué que c'est vraiment à la Renaissance qu'on a commencé à appliquer la perspective et les proportions. Il y a vraiment une différence avec les œuvres du Moyen Âge. Ben oui. Malgré que je trouve quand même les deux modèles qui sont belles, tout simplement. Oui. Mais on voit vraiment, c'est un peu un genre d'effet de 3D qui est rentré. C'est deux genres différents. Il y a des œuvres du Moyen Âge, des œuvres gothiques qui sont magnifiques aussi, même si c'est pas les bonnes proportions.
qui ont un cachet spécial. Tout à fait. Mais au Moyen Âge, on a vraiment plus poussé au niveau de l'art là, pour respecter toutes les proportions. Bien, encore une fois, cette semaine, une capsule divertissante, très divertissante, mais non seulement, cette semaine, on doit le dire, instructive. Le plaisir de la chose, c'est que ça revient la semaine prochaine. Avec plaisir. Plaisir de se voir la semaine prochaine. Eh bien, mesdames, messieurs, c'est tout pour cette semaine. N'oubliez pas que notre programmation est disponible sur le web au tvcgr.com et sur YouTube, sur la chaîne TVCGR. Vous pouvez nous laisser vos commentaires au tvcgr@commercial@hotmail.com ou directement sur facebook.com/tvcgr. TVCGR est toujours à la recherche de bénévoles pour la réalisation et le montage de ses émissions et la réalisation de son télébingo. Vous souhaitez vivre une expérience en communication audio-vidéo? On offre de la formation. Contactez-nous au 418-385-3909. C'est tout pour cette semaine. On se laisse sur des images des funérailles de M. Georges Mamelonnet, ancien député de Gaspé et homme d'affaires respecté de la MRC du Rocher-Percé. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine. Donc, oui, on a fait une campagne en 2012 ensemble. Ça a été une belle campagne basée sur le respect. Puis, on a fait passer avant tout les intérêts de notre comté avant nos intérêts partisans. Donc, je garde un bon souvenir de voir puis ces crises de voir quitter dans des situations tragiques comme ça. On perd un bon défenseur de la région. Oui, on parle juste de ça. Pendant qu'il était député, moi, j'étais pas en politique à ce moment-là, mais c'est quelqu'un qu'on côtoyait. Chaque fois qu'on venait à Gaspésie, on arrêtait voir Georges, on arrêtait à son restaurant. Quelqu'un qui avait une telle passion d'abord pour la vie, mais une passion pour la région qu'il a adoptée également. C'était touchant et émouvant de voir à quel point il était engagé pour sa région. J'étais tantôt au salon funéraire avec sa famille et des amis. C'est ce qu'on garde en mémoire de lui. D'ailleurs, vous avez vu à l'Assemblée nationale, il y a eu un hommage unanime des parlementaires, très émouvant d'ailleurs. Chacun des partis a pris la parole. Alors, c'est au revoir Georges. Merci pour cette belle contribution. Trop tôt comme départ, naturellement, est tragique. On va de l'avant. Merci, M. Merci.